Je vais commencer par me présenter. Jean-Claude Lewandowski, je suis rédacteur en chef des Écosup, qui est le hors-série des échos destinés aux étudiants des grandes écoles et des universités. Nous sommes ici ce soir pour parler d'argent et pour parler du bonheur. L'argent est-il toujours source de bonheur? C'est en effet le thème du débat de ce soir. L'argent fait-il le bonheur, comme on dit? L'argent peut-il y contribuer? Dans quelle mesure? L'argent entretient quel type de relation avec le bonheur ou au moins le bien-être? Voilà quelles sont les questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse ce soir. Un thème éternel donc, mais aussi un thème tout à fait d'actualité avec la crise que nous traversons ou que nous venons de traverser. Alors pour ce débat est le premier d'un nouveau cycle d'une série qui s'intitule « Le sens du management ». Le sens du management a démarré en quelque sorte en 2005 à l'initiative de Audencia Nantes et de l'Institut de l'entreprise. Et ce cycle de débats et de conférences redémarre aujourd'hui avec cette fois 5 écoles engagées. 2 écoles de management, Audencia Nantes et l'INSEC Paris et Bordeaux, et 3 écoles d'ingénieurs, Centrale Paris, HEI à Lille et l'INSA à Lyon. 3 écoles d'ingénieurs, 2 écoles de management et aussi le partenariat de l'Institut de l'entreprise et également des échos. Alors, en quoi consiste la formule du sens du management? Eh bien, elle consiste à faire dialoguer, à faire échanger 2 personnalités d'horizons très différents. D'une part, un philosophe, un sociologue ou un historien, et d'autre part, un chef d'entreprise, un grand patron. Et ces 2 personnalités dialoguent sur un grand sujet philosophique, mais un sujet qui a aussi des implications, des résonances dans le monde des affaires, dans la vie des affaires. Et ces 2 personnalités dialoguent non seulement entre elles, mais également échangent avec les étudiants qui sont présents sur ce plateau. Je vous en dirai 2 mots dans un instant. Et également les étudiants qui sont à distance sur les campus, dans les amphis de Paris, de Nantes, de Lyon, de Lille, que je salue pour l'occasion. Alors, je vais tout d'abord vous présenter nos 2 invités et ensuite vous dire un petit peu comment on va organiser ce débat sur un thème quand même très vaste. Alors, tout d'abord, donc Gilles Lipovetsky, vous êtes philosophe, professeur à l'Université de Grenoble et, pour faire court, comme on dit dans notre langage, auteur de nombreux ouvrages, dont en particulier Le bonheur paradoxal, essai sur la société d'hyperconsommation qui est paru, si je me souviens bien, en 2006. Alors, ensuite, à vos côtés, Charles-Henri Philippi, vous avez commencé par une carrière de haut fonctionnaire, vous avez ensuite bifurqué vers la banque, vous avez été président, directeur général de HSBC France, et vous avez eu un parcours ou des centres d'intérêt variés, puisque vous êtes notamment conseiller éditorial d'une revue qui s'appelle Art Absolument. Et vous êtes vous aussi auteur d'un ouvrage récent qui s'intitule « L'argent sans maître ». Vous voyez qu'on est tout à fait dans le sujet du jour. Alors, je vous l'ai dit, il y a d'autres acteurs, il y a nos 2 intervenants, mais il y a également les étudiants qui sont ici et qui représentent les 5 écoles qui sont partenaires de l'opération. Et il y a également les étudiants qui sont donc dans les amphis, qui peuvent intervenir, qui peuvent poser des questions à nos 2 intervenants par l'intermédiaire d'emails et de l'ordinateur qui est ici présent. Alors ce débat, nous allons le diviser en 4 chapitres. Nous allons partir de l'actualité, la crise, qu'est-ce qu'elle nous apprend finalement sur l'argent, sur le bonheur, comment l'analyser, comment la comprendre. Deuxièmement, le rôle croissant de l'argent dans notre société, ce qu'on appelle avec des guillemets la marchandisation. Troisièmement, pourquoi au niveau individuel, pourquoi cette course à l'argent? Pourquoi tout le monde cherche-t-il à gagner plus d'argent, à gagner plus, comme on dit? Quelles sont les motivations donc de cette course à l'argent? Est-ce qu'elles sont aujourd'hui différentes de ce qu'elles étaient hier? Et enfin, en manière de
de synthèse, eh bien, nous allons voir si l'argent, essayer de répondre à la question initiale, donc est-ce que l'argent peut être source de bonheur ou au moins de bien-être. Alors, je me tourne à nouveau vers Gilles Lipovetsky, c'est vous qui allez ouvrir le débat. Donc, en fait, alors, quand nous avons préparé ce débat, je me souviens que je vous avais proposé de démarrer avec l'actualité, avec la crise, et vous m'avez dit, oh, mais moi, la crise, écoutez, moi, je ne suis pas un économiste, et, bon, je ne suis pas très chaud pour partir de cette crise. Mais quand même, bon, la crise nous apprend des choses sur l'argent, sur le bonheur. Et voilà, j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous analysez cette crise, ce que vous y voyez. Oui, si vous voulez, cette crise, elle me paraît révélatrice d'un phénomène fondamental de notre époque que j'ai appelé l'hypermodernité et dont un des traits caractéristiques, c'est l'excroissance. L'excès en toute chose. Et évidemment, le secteur financier dont M. Philippi va parler tout à l'heure en est, je pense, une extraordinaire illustration. Excès de crédit, de liquidité, de complexité mathématique dans les modèles, de profit sans doute, et bien d'autres points encore. Mais ce qui me paraît essentiel pour la compréhension du phénomène, c'est que ce phénomène hypertrophique est le résultat d'un phénomène fondamental qui est la dérégulation. Or, cette dérégulation, elle me paraît constitutive de l'ensemble de notre société. Elle n'est pas le simple fait de la vie économique ou financière. Dérégulation dans quel domaine ? Alors, on pourrait le montrer par exemple dans la vie familiale, dans la vie politique, où avec l'érosion des étanchéités de la droite et de la gauche. Mais on peut le montrer aussi, ce qui nous rapproche de notre thème de ce soir, dans la consommation. Parce que la consommation tout entière, je crois, obéit désormais à un phénomène parallèle. De même qu'il y a eu démantèlement des anciennes barrières, des anciennes régulations de l'univers financier, nous trouvons la même chose en ce qui concerne la consommation. Nous sommes là aussi dans un univers de turbo-consommateurs, au sens où désormais, la consommation n'est plus structurée par des cultures de classe. Avant, les ouvriers, les paysans, les bourgeois, ils avaient des modes de vie, des manières de consommer. Aujourd'hui, tout ça est flou. Il n'est plus possible de trouver des contrôles collectifs. Mais la dérégulation, c'est aussi la dérégulation des lieux. Autrefois, pour aller au cinéma, il fallait aller dans un lieu avec des horaires précis. Aujourd'hui, n'importe quel film se consomme à la télévision, sur Internet, avec des DVD, en déplacement, n'importe où. Et c'est aussi ce qu'on appelle le tout de suite, en fait. C'est le tout de suite, mais y compris dans l'univers de la consommation. Donc cette déréglementation, cette déstabilisation que l'on voit dans les flux financiers, on la trouve également dans l'univers de la consommation. Et évidemment, l'impact de tout ça, c'est dans les vies individuelles. Chez le consommateur lui-même, nous trouvons désormais cette dérégulation, avec évidemment une sorte d'emblème extraordinaire qui est l'obésité. L'obésité qui est une sorte d'excès de la consommation, mais qui vient de la disparition des anciennes limites, des anciennes barrières, qui autrefois contrôlaient d'une certaine façon les individus. Mais il y a bien d'autres phénomènes. Évidemment, l'épargne qui s'est réduite, les crédits excessifs, les ménages surendettés. Tous ces phénomènes montrent que nous avons désormais dans la consommation elle-même un phénomène de fuite en avant, d'outrance, d'hypertrophie, et qui, juste un mot pour terminer et laisser la place à M. Philippi, il me semble que nous payons ce phénomène-là de manière lourde. Par la crise. Et surtout, me semble-t-il, ça nous donne comme leçon le fait que la consommation hypertrophique n'est pas le diable. Il ne faut pas exagérer. Elle a aussi des bienfaits, par exemple pour la médecine ou des choses comme ça, ou la communication, l'information. Mais en même temps, elle a trop de place. La consommation doit rester à sa place, c'est-à-dire elle doit être un moyen. Et j'ai bien peur
qu'à bien des égards, elle soit devenue pour tout un ensemble de gens une fin en soi. Alors je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus, sur la question des comportements. Mais en gros, si j'ai bien compris, votre logique,